Qui aurait cru qu'un pays aussi vaste, aussi riche en ressources naturelles, puisse être aussi profondément sous l'emprise de quelques familles puissantes? Et pourtant, c'est bien la réalité de la République démocratique du Congo. Derrière les paysages grandioses, les forêts luxuriantes et les terres pleines de promesses, se cache une vérité brutale. Une poignée de familles, parfois étrangères, contrôlent depuis des décennies les richesses de ce pays. Certaines d'entre elles freinent intentionnellement le développement économique de la région, préférant la stabilité de leur empire financier à la prospérité d'un peuple tout entier. Comment en est-on arrivé là? Qui sont ces familles qui ont fait main basse sur les ressources stratégiques du Congo? D'où viennent-elles? Pourquoi sont-elles venues? Et surtout, comment ont-elles réussi à s'imposer dans un pays aussi complexe et instable? Mais il n'y a pas que les étrangers. Des familles locales, enracinées dans les sphères du pouvoir depuis l'indépendance, se sont appropriées des pans entiers du pays. Des politiciens, des hauts fonctionnaires, des généraux qui, loin de servir la nation, ont vidé les caisses de l'État pendant plus de 60 ans, affaiblissant toute tentative de redressement. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ces histoires. Nous allons décortiquer les chiffres, mettre en lumière les réseaux, révéler les alliances secrètes. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais cette fois, vous allez découvrir l'ampleur réelle de ce phénomène si grande qu'elle explique, en partie, pourquoi l'économie congolaise semble condamnée à tourner en rond, incapable de prendre son envol malgré ses immenses potentialités. Et pourtant, au milieu de ce système verrouillé, un homme, un Congolais, a réussi à tirer son épingle du jeu. Restez bien jusqu'à la fin, car son nom pourrait bien vous surprendre. George Forrest, magnate discret mais puissant, a bâti l'une des plus grandes fortunes d'Afrique francophone dans les tumultes de la République démocratique du Congo. Héritier d'une famille installée au Congo depuis 1922, il perd tout lors de la nationalisation de 1974 imposée par Mobutu. Pourtant, il rebondit dans les années 1980 en diversifiant ses activités dans les ciments, l'énergie, l'agroalimentaire et surtout les mines, un secteur stratégique dopé par la demande mondiale en métaux rares. Forrest est aussi un survivant. En 1978, lors de la prise de Kolwezi par des rebelles, il échappe de peu à l'exécution grâce à ses ouvriers et il tisse ensuite des liens avec plusieurs régimes, de Mobutu à Laurent-Désiré Kabila, tout en se présentant comme apolitique. Dans les années 2000, il devient le premier investisseur et employeur privé de RDC, malgré des accusations d'ONG concernant des trafics miniers, qu'il dément fermement. En 2007, l'arrivée des Chinois le contraint à céder des gisements stratégiques, mais il conserve une place forte, notamment via la banque BCDC et ses exploitations agricoles. Estimée à 800 millions de dollars en 2016 par Forbes, sa fortune le classe parmi les plus riches d'Afrique francophone subsaharienne. Dans les couloirs opaques du pouvoir congolais, un nom revient avec insistance. Dan Gertley, homme d'affaires israélien, il est aujourd'hui au cœur d'un scandale financier mondial. L'administration Biden vient de réimposer des sanctions sévères contre lui, accusé d'avoir bâti sa fortune sur une corruption massive dans le secteur minier de la République démocratique du Congo. Une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, issue principalement de contrats opaques de cuivre et de cobalt. Gertley, pourtant, n'a jamais reconnu les faits. Ses avocats dénoncent une cabale sans preuve solide, mais les accusations persistent, notamment sur ses liens étroits avec l'ancien président Joseph Kabila, qui lui aurait accordé un accès privilégié aux ressources minières du pays. À son apogée, Gertley n'était pas seulement un homme d'affaires, il était aussi émissaire diplomatique du Congo, un rôle clé dans les négociations internationales 2017. Sanctionné par les États-Unis, il tente de faire annuler ces mesures en engageant l'avocat personnel de Donald Trump. Une stratégie payante, du moins temporairement. Il obtient un sursis jusqu'à l'arrivée de Biden. En 2 décennies, Dan Gertley est devenu un symbole puissant des liens troubles entre politique, business et ressources naturelles, un empire construit dans l'ombre, aujourd'hui fragilisé par la lumière de la justice internationale. Mobutu Sese Seko, président du Zaïre de 1965 à 1997, n'était pas seulement un chef d'État, il était l'incarnation d'un système de prédation à grande échelle, à tel point qu'on le surnommait le roi des kleptocrates. Sa fortune personnelle, estimée entre 50 millions et 5 milliards de dollars, selon diverses sources, dont Wikipédia, une somme colossale pour un pays dont la majorité de la population vivait dans une pauvreté extrême. Mobutu détournait systématiquement les devises de l'État,
les recettes des entreprises publiques et même l'aide internationale. Des milliards de dollars versés par la Banque mondiale ou le FMI dans le cadre de plans d'ajustement structurel disparaissaient dans les circuits opaques du régime. Résultat, une économie exsangue et une population abandonnée. Le népotisme était la règle. Famille, amis, généraux, tous profitaient du système. La zaïrianisation de 1973, soi-disant destinée à redonner le contrôle de l'économie aux Congolais, a en réalité permis à l'entourage de Mobutu de s'accaparer plus de 2000 entreprises, tuant l'investissement étranger. Le barrage d'Inga, projet pharaonique, a coûté des centaines de millions de dollars, financé par l'endettement extérieur. Mais peu de bénéfices pour la population. L'électricité restait inaccessible à des millions de Zaïrois. Pendant ce temps, Mobutu offrait des diamants en cadeau à des dirigeants occidentaux. Il aurait offert une pierre précieuse à Anémone Giscard d'Estaing, épouse de l'ancien président français, dans l'espoir d'un soutien diplomatique. À sa chute en 1997, le Zaïre était criblé de dettes. Plus de 12 milliards de dollars étaient Mobutu, exilé au Maroc, laissé derrière lui un pays pillé, ruiné, mais une légende vivante du détournement d'État. En RDC, la famille de Joseph Kabila aurait fait main basse sur les ressources minières du pays. Les informations publiées par le site Bloomberg sont relayées depuis des mois par les ONG locales. La compagnie minière canadienne Ivano aurait ainsi conclu au cours des 7 dernières années plusieurs accords commerciaux avec des entreprises minières, dont la majorité appartient au député Zoé Kabila, le frère cadet du président congolais. Selon l'agence Bloomberg, les retombées financières, chiffrées en millions d'euros, de ces activités économiques et commerciales auraient massivement enrichi toute la famille Kabila. Le sous-sol du Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, renferme 80% de la réserve mondiale de cobalt et une des plus grandes exploitations de cuivre. À cela, il faut ajouter les composants tels que le tungstène, la cassitérite, le tantal qui servent à la fabrication des téléphones portables. En plus de l'exploitation de toutes ces ressources minières, la famille Kabila a une mainmise quasi totale sur tous les secteurs vitaux de l'économie congolaise, déplore Fidèle Bafilamba, coordinateur du groupe d'appui à la transparence et la traçabilité dans les ressources naturelles, GATRN. Que ce soit les fermes agricoles, que ce soit les stations à essence, que ce soit l'hôtellerie, ils ont en tout cas investi dans tout. Ils sont devenus plus riches que le pays lui-même. Venez à Goma, vous allez voir le nombre de propriétés qui ont été rachetées au cours des 2 ou 3 dernières années. Ça dépasse tout entendement. Presque tout le long du lac Kivu a été acheté par Kabila lui-même ou sa femme. C'est incroyable. Dans un article publié en décembre 2016, Bloomberg a accusé la famille Kabila d'avoir mis en place un réseau international d'affaires avec des participations dans au moins 70 entreprises. Des accusations qui ont irrité le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, Jean-Pierre Kambila. Bloomberg, je ne le connais pas, c'est du n'importe quoi, dit-il. Je n'ai pas l'intention de répondre à des accusations basées sur une argumentation aussi légère. C'est un complot international autour duquel on veut raconter n'importe quoi. ILNI a aucun fondement là derrière, selon lui. À en croire l'agence Bloomberg, Olive Kabila, l'épouse du président congolais, ses 2 enfants et 8 de ses frères et sœurs contrôleraient depuis 2003 plus de 120 permis d'extraction d'or, de diamants, de cuivre, de cobalt et d'autres minerais en RDC. Après des semaines de négociations en coulisses, un rendez-vous est enfin fixé loin des regards, dans un lieu tenu secret. Des membres de la société civile katangaise, des syndicalistes, des représentants de coopératives minières ont accepté de témoigner. Numéro 1. La famille Tshisekedi. Leur message est clair, le Katanga est pillé. Le Haut-Katanga et le Lualaba, ces provinces issues du découpage du Grand Katanga en 2015, ne voient pas les retombées de leur propre richesse Kolwezi comme à Lubumbashi. Les mines tournent à plein régime. Mais les habitants, eux, ne récoltent que poussière et silence. Parler, ici, c'est risquer sa vie. La peur règne, il y a une véritable chasse à l'homme, confie l'un d'eux, une traque organisée par des militaires et des agents de sécurité. Pour la plupart issus du Kasaï, selon lui point leur mission, faire taire ceux qui osent dénoncer. Car derrière cette exploitation illégale, il y aurait bien plus qu'une simple affaire de minerais. Nos sources parlent de sommes colossales détournées, des millions de dollars issus du cobalt, du cuivre, parfois même de l'or, qui n'arrivent jamais dans les caisses publiques. Selon eux, cet argent tombe directement dans les poches d'entrepreneurs bien connectés et de la famille présidentielle. Un silence bien organisé.
un pillage méthodique et une population laissée pour compte.